Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous accepter dans votre entourage. Nous sommes aujourd'hui le mardi et c'est le 6 mars de l'an 2018. En tout cas, c'est à cœur joie que je vous retrouve ce soir pour partager d'autres moments de télévision. Encore et toujours, on parle de développement sur BB24. Et c'est la localité de Tchaourou qui retient donc notre attention particulièrement cette semaine sur Bénin Business 24, la chaîne qui s'intéresse donc des questions de développement. Alors au menu aujourd'hui ce soir, qu'est-ce qu'on aura? Retenez déjà que le e-learning, comme annoncé hier, revient donc sur le tapis dans Autant Savoir aujourd'hui avec le même invité, notre expert dans le domaine, Adé Fidegnon, qui avec lui on fera donc un état des lieux de la question. Nous sommes à moins de 48 heures, chers amis, de la commémoration de la Journée internationale de la femme et l'événement s'annonce déjà bien sur BB24. Aujourd'hui, on s'intéresse au rôle de la femme dans l'industrie publicitaire. Et puis les plantes médicinales, on en parle aujourd'hui dans Nature et Bien-être avec Heureuse Danondé qui reçoit pour nous Jean-Robert. Et bien voilà, chers amis, le menu que nous vous réservons aujourd'hui. Et si entre-temps tout va bien, nous irons du côté de la rédaction web pour avoir pour vous quelques petites informations glanées sur la toile. Sans plus tarder, nous allons donc regarder du côté de la rédaction de la chaîne pour voir un peu le menu journal de ce soir. Et ça va se faire avec Nadège. Nadège, à vous, bonsoir. Bonsoir Karamata Agbataou. L'édition de cette soirée s'intéresse à la commercialisation de la viande rouge, notamment celle du mouton et du bœuf dans les marchés de Cotonou. Une équipe de la rédaction a également fait un tour de ville pour se rendre compte de l'effectivité d'application de l'interdiction de la vente ambulante dans les feux tricolores. Nous suivons le reportage réalisé sur le sujet. Une jeune réalisatrice s'est intéressée à l'entrepreneuriat des jeunes. Elle a réalisé un film sur le sujet. On le découvre à 19h45. Nadège Soni, tout simplement à tout à l'heure, n'est-ce pas, pour le développement de tous ces titres. Premier panel, Nature et Bien-être. Voilà, la médecine traditionnelle aujourd'hui sera développée dans Nature et Bien-être avec Heureuse Danondé qui va me rejoindre d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de regarder ce reportage qu'elle a réalisé pour nous. La médecine traditionnelle, le premier recours de 60 à 80% des populations africaines. Ces chiffres émanent de l'Organisation mondiale de la santé et démontrent que les phytomédicaments ont toujours une côte d'enfer.
maso la magugule ba idimba ama ba mi te to egbe lo ni eze yelo mo le podeme ni eze to efile ye din yelo mo le podeme ni eze gbe to kan eko e yo kan we no wa mi de. Malgré tout, elle s'impose à la médecine occidentale dite moderne. Les pays occidentaux ont déjà pu constater les limites de la science médicale moderne, qui, bien qu'ayant permis de nombreux progrès en matière de santé, n'a pas gagné tous les paris. L'OMS en est consciente et prône l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé des pays africains en fonction de leur innocuité, efficacité et qualité. 14 pays ont émis des autorisations de mise sur le marché de certains produits utilisés en médecine traditionnelle pour le traitement de maladies prioritaires contre un seul en 2000. Dans le but d'améliorer les compétences du personnel de santé, 19 pays ont intégré la médecine traditionnelle dans les programmes d'enseignement des étudiants en sciences de santé. De même, le nombre de pays qui ont mis en place une réglementation sur les tradis praticiens de santé a fortement augmenté, passant d'un seul à 31. Cette disposition rend aujourd'hui possible la production en quantité commerciale des médicaments traditionnels standardisés. Au Bénin, des phytomédicaments sont déjà présents en pharmacie. Des agents de santé en prescrivent et la collaboration semble parfaite. Le soldat est matin tomo. Il a dit au Messi, il y a un bâti, il y a un faux. Et Gbedi, mais tu as maillot à clone de tole. Il y a le soleil, il y a tin, bon, il y a mon coup d'yémé. De tole no plami, bon plomi. Et il y a mis à tiers, bon, il y a machine, il y a un de tole. Médicaments sont améliorés. Ou comme tu es. Au cours de la célébration de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle au Bénin, une bonne nouvelle est annoncée à ses praticiens. Nous allons implanter le centre de recherche de la médecine traditionnelle. C'est un des projets les plus importants. La volonté politique pour la valorisation de la médecine traditionnelle semble exister, mais des problèmes persistent. Les principaux problèmes qui empêchent d'aller encore plus loin concernent notamment les lacunes dans la réglementation des pratiques et des praticiens, ainsi que l'évaluation insuffisante de l'innocuité, de l'efficacité, de la qualité des pratiques et des produits sur la base de données factuelles. Des difficultés qu'il urge de résoudre afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle tant souhaitée par l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup, heureuse d'Alandé, heureuse. Vous êtes sur le plateau, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Oui, bien sûr. Bonsoir, Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien. Alors, on retient donc de votre reportage qu'ils font désormais partie, donc ils sont acceptés désormais. C'est officiel, les tradis praticiens. Praticiens, c'est officiel, mais leur acceptation dépend d'un certain nombre de critères, de mesures à prendre. Et c'est ce que nous allons découvrir donc avec votre invité, Jean-Robert Clotowé. Il est physiologiste et pharmacologue. Tout à fait. On va parler des recherches vu qu'il y aura un centre. Le directeur de cabinet du ministère l'a annoncé, un centre de recherche de la médecine traditionnelle. Il va nous donner son avis et tout sur le sujet. Mais d'abord, monsieur Jean-Robert, lorsqu'on parle de la médecine traditionnelle, c'est quelle médecine concrètement? Parce qu'on entend parler de la médecine douce, médecine complémentaire, médecine traditionnelle, médecine endogène. La médecine traditionnelle, c'est laquelle d'ailleurs? Ok, merci à vous. Je salue d'abord vos téléspectateurs, les téléspectateurs de BB24. Merci pour m'avoir appelé pour que je puisse opiner sur cette question qui est très importante quand même pour le développement, pour la santé de nos populations. Évidemment, il y a plusieurs thèmes qui peuvent se confondre. Mais lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, il s'agit de toutes les connaissances, de toutes les pratiques, de toutes les compétences qui se basent sur les perceptions, sur les théories, sur les croyances, sur les expériences propres à chaque culture. Et qui sont utilisés évidemment maintenant pour traiter des pathologies. Ou pour prévenir des pathologies, ou tout simplement pour maintenir l'individu dans un état de santé. Donc c'est ça la médecine traditionnelle. Si nous sommes au Bénin, notre médecine traditionnelle, c'est la médecine béninoise. Oui, c'est la médecine béninoise, c'est cette médecine-là ancestrale qui s'est transmise de génération en génération.
C'est ça notre médecine traditionnelle. D'accord. Ce n'est pas du tout une médecine douce et ni une médecine complémentaire. Bon, le terme médecine complémentaire est donné pour désigner un vaste domaine de pratique en santé, mais qui ne sont pas du domaine de la médecine traditionnelle et qui ne sont pas non plus du domaine de la médecine conventionnelle. Et donc qui ne sont pas complètement intégrés au système de santé. Il s'agit le plus souvent de pratiques importées d'un peu partout. Comme la médecine chinoise. Comme la médecine chinoise qui sera considérée chez nous, non pas comme une médecine traditionnelle, puisque ce n'est pas de notre tradition, mais plutôt comme une médecine complémentaire. Voilà. Là, c'est clair. On comprend tout simplement. On appuie donc à ce qui se fait déjà chez ici. nous. Oui, et cette médecine ne pourra pas être intégrée dans notre système de soins. La médecine traditionnelle béninoise, lorsqu'elle va satisfaire un certain nombre de conditions, pourra, et l'OMS le recommande, sera intégrée au système de santé. Mais une médecine complémentaire ne pourra pas véritablement être intégrée dans le système de santé. Alors, que dire aujourd'hui des recherches qui doivent être menées? Parce que je dis qu'ils doivent être, parce que nous savons qu'au Bénin, rares sont ces tradithérapeutes qui ont des produits homologués par le ministère de la Santé. Oui, tout à fait. L'homologation nécessite que le produit passe de l'étape d'un produit traditionnel tout court à la désignation de médicaments traditionnels améliorés. Cette désignation-là même veut dire quoi? On a eu l'un des tradithérapeutes qui dit médecine traditionnelle ou ou bien quand il était tout fier, la médecine traditionnelle améliorée, et c'est laquelle? Oui, le médicament traditionnel amélioré, c'est un médicament dont on maîtrise les limites de toxicité, dont l'efficacité est prouvée par des recherches scientifiques et dont la qualité est également la qualité et puis la dose est bien connue. Donc c'est là l'intérêt de la recherche. C'est là l'intérêt de la recherche. Tant que nous ne passions par des recherches scientifiques, vous convenez avec moi qu'il sera difficile d'apporter la preuve de l'efficacité de ces produits. Or, tant que cette preuve n'ait été apportée scientifiquement, on ne pourra pas parler de médicaments traditionnels améliorés. Donc la recherche est l'élément central qui va permettre à notre médecine traditionnelle de quitter l'état où il est actuellement pour devenir véritablement une médecine qui pourra mettre sur le marché beaucoup de médicaments, des médicaments qui seront homologués, qu'on va retrouver dans nos pharmacies, que notre population pourra utiliser en toute sécurité. Mais on a déjà, comme l'a notifié le reportage, des médicaments de la médecine traditionnelle qui se retrouvent déjà en pharmacie. Est-ce à dire que vous avez déjà fait sortir des médicaments traditionnels améliorés? Ça existe déjà? Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. La question de l'homologation des médicaments, c'est la direction des pharmacies. Mais est-ce à dire qu'il y a eu des recherches qui ont prouvé cela, qui ont montré qu'il peut y exister ou qu'il existe déjà des médicaments traditionnels améliorés sur nos territoires? Il s'agit le plus souvent des médicaments traditionnels qui, effectivement, ont fait l'objet de recherches. Il faut dire que les médicaments sont classés en catégories. Donc, pour des médicaments que nous appelons médicaments de catégorie 2, il y a juste un petit paquet d'études scientifiques qui doivent être opérées là-dessus. Et effectivement, des dispositions existent pour permettre tout au moins de connaître la toxicité de ces médicaments et relativement leur efficacité. Je dis relativement parce que, suivant les normes de l'OMS, la preuve de l'efficacité peut être aussi apportée par la longue période d'utilisation du médicament. D'accord. Voilà. Donc là, le produit peut être en train d'être consommé et après, on peut parler de son efficacité. Non, ça veut dire tout simplement, si c'est un produit, si c'est un médicament traditionnel qui est administré, qui est utilisé déjà pendant plus d'une dizaine d'années, si la preuve est établie que pendant près de 10 ans, ce produit-là est utilisé par la population sans que nous n'ayons enregistré des effets indésirables, ce médicament peut, dans ce cas, on peut dire que ça satisfait à la condition de l'efficacité basée sur la longue période d'utilisation. Mais c'est souvent rare parce que nos thérapeutes n'ont pas toujours des fiches leur permettant d'enregistrer tous les patients qu'ils reçoivent
et qui puisse garder sur une longue période de 10 ans. Les médicaments qui sont dans les pharmacies, je ne sais pas si tous ont été homologués, je n'en suis pas si sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle qui se fait avant que ces produits ne soient admis dans Bon, ça c'est du domaine, ce n'est pas du domaine du chercheur que je suis, c'est du domaine de la structure de réglementation, parce que c'est ça. L'autre aspect qu'il faut que j'ajoute, quand on parle de médicaments traditionnels, c'est deux choses. Il y a la réglementation, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des médicaments qui est satisfait à la réglementation. Ça, c'est du domaine du ministère de la Santé, de la direction des pharmacies. Mais il faut évidemment que ce médicament-là est satisfait également à l'efficacité basée sur des recherches scientifiques. Et ça, c'est là où vous intervenez. Et alors, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour ces recherches-là? Oui, je peux dire, globalement, on peut dire que les recherches comportent trois parties. Il y a les travaux de terrain qui visent d'une façon globale à recenser les savoirs et les usages faits sur les plantes médicinales. Ensuite, il y a les travaux de laboratoire qui visent donc à pouvoir dire si oui ou non l'indication thérapeutique que le travail thérapeute donne, est-ce qu'effectivement c'est confirmé ou bien c'est infirmé. C'est ça les travaux de laboratoire. Et ces travaux de laboratoire vont viser aussi de pouvoir vérifier de la toxicité de ce produit. Et ensuite, on passera à la troisième étape, qui est l'étape de l'amélioration maintenant du médicament. Donc, c'est la partie développement du médicament à base des plantes. Donc, on va l'améliorer et pour que le médicament soit plus stable, parce que j'ai eu la chance de travailler avec les travailleurs thérapeutes et le problème qu'ils ont souvent, c'est que la plupart des préparations, et vous le savez, notre médecine traditionnelle, c'est des préparations qui sont pratiquement extemporanées. Le maximum, quand on fait sa tisane à la maison, la grand-mère nous dira qu'après 3 jours, il faut changer. Donc, les médicaments qu'il faut conditionner. Il dit souvent, et qu'il faut mettre dans un dépôt. Voilà. Et il faut trouver des mécanismes pour rendre ce médicament-là stable. Donc, après les travaux de laboratoire, on passera maintenant à une troisième étape qui est l'étape du développement du médicament lui-même. Et cette étape va passer par des phases de maîtrise de la stabilité du produit, d'une bonne connaissance de la qualité du produit et passera in fine par l'étape des études cliniques. Et tout ça va prendre combien de temps? Non, je peux vous dire que si les spécialistes se mettent ensemble, si la volonté politique accompagne, quand on dit volonté politique, c'est beaucoup plus le financement. Si ça accompagne, on peut avoir des médicaments traditionnels améliorés au bout d'une année d'études rigoureuses. Et quand je dis des médicaments, quand je dis une année, ce n'est pas pour un seul médicament. Si on met les compétences ensemble, rapidement, on peut sortir des médicaments traditionnels. Mais quelle est votre relation, vous les chercheurs et les tradithérapeutes? Oui, nous collaborons. Nous collaborons et on n'a même pas le choix. Parce que de toute manière, nous sommes les chercheurs. Nous n'avons pas les savoirs. Les savoirs, c'est les tradithérapeutes qui l'ont. Parfois, la population aussi. Donc, nous allons vers les tradithérapeutes pour pouvoir avoir ces savoirs et maintenant venir au laboratoire pour pouvoir les vérifier. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'inverser un peu la tendance. Les tradithérapeutes, parfois, sont très réticents parce que, évidemment, et dans le reportage, vous avez vu, ils viennent chercher nos connaissances et ils sortent le médicament. Donc, ils ont peur quand le scientifique vient, que le scientifique puisse après vendre leurs produits. Mais les choses sont quand même encadrées. Parfois, ce n'est pas un manque de connaissances dans le domaine. Les choses sont encadrées. Il y a l'OAPI qui encadre la recherche sur les plantes médicinales et pour qui, d'une certaine manière, reconnaît la propriété intellectuelle. Donc, c'est ce cadre où nous pourrons nous mettre réellement ensemble là qui manque. Et peut-être, et sûrement je dirais d'ailleurs, que l'initiative du gouvernement va améliorer les choses. C'est vrai qu'il y a déjà des initiatives qui sont prises par certains jeunes chercheurs dont je fais partie. Et par exemple, à l'UAC actuellement, il y a une unité de recherche qui a ouvert ses portes seulement en 2017, mais qui a ce mérite de permettre de faire un certain nombre de travaux
sur place sur les médicaments traditionnels améliorés. Donc, plusieurs chercheurs se retrouvent. Plusieurs chercheurs sont ensemble. Voilà. Sont ensemble. Si vous avez suivi le documentaire, les thérapeutes disaient, nous amenons nos produits dans les laboratoires. Parfois, ailleurs, c'est vrai que le cadre n'existait pas. Mais il y a déjà des solutions qui existent. Et si la volonté du gouvernement se traduit par l'effectivité de ce laboratoire, je pense que ça va booster la recherche. C'est notre souhait, parce qu'il faudrait qu'on consomme nos plantes médicinales ou nos médicaments traditionnels améliorés avec confiance. Mais quelles sont les limites aujourd'hui ou contraintes liées à ces recherches-là aujourd'hui? Oui, vous aviez tantôt parlé des recherches qui se font... Oui, les contraintes, c'est que en fait, la recherche sur les plantes médicinales existe. Et si vous consultez un peu la production scientifique, bien, vous allez remarquer qu'il y a plus de publications dans le domaine des plantes médicinales. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fédère pas les efforts. Chacun va dans un sens. Et puis, le plus souvent, le chercheur fait sa recherche pour sa carrière académique. Justement, parlant de recherche, Heureuse Dalandé, permettez, je voudrais savoir sur combien de plantes vous avez mené vos recherches, ou vous menez vos recherches. Nous, c'est-à-dire l'équipe dont je fais partie, je pense que nous travaillons sur déjà une vingtaine de plantes, sur une dizaine de pathologies. Dans notre unité de... On peut avoir une idée? Oui, nous menons des recherches sur les plantes à activité antibiotique. Parce que vous savez que la question des infections, surtout la question de la résistance aux antibiotiques est une préoccupation majeure. Donc ça, c'est un domaine phare. Deuxième domaine, c'est des recherches qui se mènent sur des plantes à activité antidiabétique, des plantes qui ont des effets qui réduisent l'hypertension artérielle. Nous travaillons également sur l'anémie qui est une préoccupation majeure. Nous travaillons sur le paludisme. C'est une grande équipe avec plusieurs spécialistes et c'est déjà un début par rapport à la nécessité de fédérer les énergies. Merci beaucoup. Entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, c'est bien ça ou bien... Non, je dirais entre la médecine traditionnelle et d'abord les scientifiques. Nous sommes on va nous mettre tous dans un package qu'on va appeler l'ethnopharmacologie. Donc, tous ces spécialistes, nous appartenons à un grand ensemble qu'on appelle l'ethnopharmacologie. C'est quand la preuve sera établie que maintenant nous allons associer d'autres, des médecins, des cliniciens, pour passer à l'étape des études cliniques. Avant d'aller vers l'homme, il faut d'abord qu'on soit sûr que le médicament n'est pas toxique et que le médicament marche apparemment. Et là, on travaille sur d'abord des modèles animaux ou sur des cultures cellulaires. C'est là où nous travaillons. C'est quand on franchit cette étape qu'on va maintenant à la dernière étape et qui permet maintenant de dire voilà, on peut utiliser le médicament en toute confiance chez les humains. Merci beaucoup. Merci Monsieur Jean-Robert Clotoé, physiologiste pharmacologue. Merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Heureuse. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin dans les échanges, tellement c'est intéressant, puisque la population s'intéresse vraiment donc, à ces produits traditionnels pour retrouver la santé. Voilà, c'était donc le premier plateau qui parlait donc des recherches sur les plantes médicinales. À quelle fin vous avez eu donc élément de réponse avec l'invité ou bien notre invité sur Nature et Bien-être ce mardi. On passe à Autant Savoir. Autant Savoir s'intéresse au e-learning, état des lieux et perspectives aujourd'hui, mais comme à l'accoutumée, nous passons à la régie pour regarder cet élément de Denis Dassondo sur le sujet. Le e-learning ou formation en ligne est l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de l'éducation en général. Grâce au e-learning, les apprenants peuvent effectuer des recherches en ligne et participer à des MOOCs. Le e-learning rend accessible la connaissance à un nombre illimité d'apprenants, peu importe la position géographique. Selon la formule choisie, la formation peut être suivie à n'importe quel moment, à n'importe quel rythme et depuis partout. De nombreuses études mettent en avant de meilleurs résultats de la formation en e-learning, contrairement à une formation présentielle traditionnelle.
On dit merci à Marcel Arossi pour la pause du commentaire donc, de ce reportage qui porte la griffe de Denis Dassundo. Adé Fidénion, bonsoir, bonne arrivée. Hein. Bonsoir. Alors on parle encore aujourd'hui de l'apprentissage sur la toile, n'est-ce pas? Oui. Merci d'être revenu nous voir. Adiatou Bello, bonsoir aussi à vous. Bonsoir Karamata Agbataou, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Alors on aborde aujourd'hui deux volets, l'état des lieux déjà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Bénin parlant du e-learning? Justement, cette question avec notre invité, nous allons essayer d'y répondre. Donc Adé Fidénion, dites-nous, le e-learning est-il déjà vraiment présent au Bénin? Merci. Oui, le e-learning est déjà présent au Bénin. Notamment à travers le centre d'éducation à distance qui a été le précurseur du e-learning au Bénin. Cependant, il faut reconnaître que ce centre était avait pour vocation de former les cadres de la Banque mondiale, de la représentation résidente de la Banque mondiale au Bénin. Donc, ce n'était pas vraiment ouvert au public. Bon, après, ils ont essayé de faire une ouverture, mais ça n'a pas eu, à mon avis, ça n'a pas eu l'impact que cela devrait avoir. Donc, pour vous, pour l'instant, c'est seulement presque ce centre d'éducation à distance qui essaie d'apporter le e-learning ici au Bénin, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'autres écoles qui essaient d'initier leurs étudiants et tout à une forme d'e-learning. Ça vient à cette question que moi j'aimerais vous poser, c'est de savoir quelle est la forme la plus répandue du e-learning ici au Bénin. Est-ce la forme présentielle ou la forme synchrone? Merci. Au début, c'était la forme présentielle, notamment avec le centre d'éducation à distance. Cependant, aujourd'hui, le e-learning se trouve être beaucoup plus dynamique. Nous parlons de mobile learning, de la formation mobile. Et dans ce sens-là, je pense que le centre d'éducation à distance n'a pas su vraiment faire la transition. Se réadapter. Du coup, il y a des offres de formation mobile qui sont sur le marché. Je parlerai notamment du cabinet d'ingénierie en e-learning qui a initié depuis 2014 des MOOC, des Massive Open Online Courses, qui sont des cours à accès illimité, ouverts en ligne. C'est basé sur le principe de la gratuité de la formation. Ensuite, toujours, le cabinet d'ingénierie en e-learning a initié des cours d'anglais en ligne. Et la particularité, c'est que ça se passait à travers Skype et WhatsApp. D'accord. Donc vous utilisez des applications qui existent déjà pour pouvoir faire une autre forme d'e-learning. Ça répond à ma question. Mais déjà, est-ce que le système éducatif béninois gagnerait véritablement à s'enrichir du e-learning? Absolument. Le système éducatif béninois a bénéficié d'un projet en 2012, c'est-à-dire quand le Bénin accueillait la conférence internationale e-learning Africa. Il y avait un projet, le projet Sankoré, qui avait doté certains établissements qui étaient pilotes de matériel didactique, notamment des tableaux électroniques interactifs. Cependant, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de formation des formateurs et l'état des lieux, après quelques années, c'est que les matériels sont rangés et ne servent pratiquement pas. Ça veut dire que les apprenants de ces centres pilotes-là n'ont pas véritablement bénéficié de la formation d'e-learning et ça repose une autre question. Est-ce que pour le e-learning, ce qui est important, c'est le matériel ou c'est le contenant ou c'est tout un ensemble? Merci, c'est tout un ensemble parce que le matériel, sans la formation des formateurs, sans la psychopédagogie numérique qui devrait accompagner cette nouvelle approche d'éducation, sans la réadaptation du contenu de nos formations aux normes numériques, eh bien, les matériels ne servent pas à grand-chose. Les matériels ne servent pas à grand-chose, surtout quand on sait que maintenant, on n'a plus besoin de grands
moyens techniques pour aller au e-learning. Vous avez parlé par exemple du mobile learning qui est de plus en plus développé, mais il faut dire qu'aujourd'hui nous avons quand même des apprenants qui sont assez dynamiques, qui même si leur école ne les y emmène pas par des TS, ils arrivent à se faire former justement pour de petits MOOC. Alors aujourd'hui, les MOOC, on en parle justement. Les MOOC, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte véritablement à ceux qui ont envie de s'y adonner et de s'y intéresser? Merci. Les MOOC reposent sur le principe de la démocratisation du savoir, c'est-à-dire rendre le savoir accessible à tout le monde sans discrimination. Et c'est surtout basé sur le principe de la gratuité de la formation, ce qui favorise l'accès massif, l'accès de tous, oui, presque, à ces formations-là. Donc, les MOOC aujourd'hui sont vraiment, je dirais, l'illustration parfaite de la gratuité des formations ou de l'enseignement. Mais justement, on est encore très loin de ce principe de démocratisation du savoir quand on sait que sur tout le territoire national, il y a encore plein d'enfants qui n'ont pas véritablement l'accès à l'école parce que ça revient énormément cher à leurs parents. Le e-learning ne saurait y répondre si ce n'est pas une démarche gouvernementale ou étatique. Absolument, il faut de la volonté politique, il faut vraiment réformer le système éducatif et y ajouter la pédagogie numérique. On parle de blending, il ne s'agit pas de balayer tout ce qui existait et d'adopter la formation numérique, mais on peut associer les deux. La formation numérique contribuerait à pallier les failles de la formation traditionnelle qu'on a expérimentée jusqu'à présent. Une formation traditionnelle qui continue de démontrer ses limites et ses failles avec le taux, d'accord, le taux d'échec qui est parfois élevé aux divers examens sur le territoire national. Moi, déjà, j'aimerais savoir qu'en termes de rendement, est-ce que réellement le e-learning, bon, on n'a pas forcément besoin d'attendre que le gouvernement y arrive. Est-ce que les jeunes, déjà, qui sont presque tous amoureux d'éthique aujourd'hui, presque tous les jeunes ont leur téléphone, peuvent déjà s'adonner à ça sans attendre qu'on ne les y contraigne véritablement? Absolument. De concert avec des professeurs d'anglais, en tant qu'expert en e-learning, j'ai développé un concept qui vise à remplacer un peu les travaux dirigés qui se faisaient avant. Déjà que le gouvernement aujourd'hui, je crois, a interdit les travaux dirigés payants. Oui. Donc, du coup, toujours pour revenir au principe de gratuité et de démocratisation du savoir, on a pensé à un concept, c'est-à-dire que les professeurs puissent organiser des travaux dirigés en ligne, notamment à travers des groupes WhatsApp, de façon gratuite et bénévole, à l'endroit des apprenants qui voudraient bien se remettre à niveau, qui voudraient bien renforcer leur niveau. D'accord. Karamat Tagbatawa, une question. Une petite préoccupation. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de forme de e-learning, la forme présidentielle. Présentielle, voilà. Je ne sais pas ce que c'est pour le profane. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce détail? Merci. La formation présentielle, c'est la formation traditionnelle. C'est la formation où les apprenants sont présents et l'enseignant aussi est présent. Ça dit c'est physique, hein? Présence physique. Oui, présence physique. Oui, exactement. Ok. Alors, Karamat Tagbatawa, merci pour cet apport, surtout pour ces téléspectateurs qui nous suivent et qui ne nous ont peut-être pas suivis hier, qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. C'est vrai que c'est très élevé la TIC, on va essayer de l'adapter à toutes les populations, mais déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les étudiants sont vraiment ceux qui s'intéressent au e-learning, au mobile learning, à travers différents groupes qu'ils constituent eux-mêmes de recherche, parfois avec les assistants, professeurs. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, WhatsApp, où ça discute études, où on veut réellement améliorer son rendement scolaire. Mais moi, je me demande si ça pourrait venir à l'étape du primaire, du secondaire, toujours pour le même résultat. Oui. Absolument. À l'étape du primaire, du secondaire et même à l'étape
l'enseignement maternel, parce que au niveau de l'enseignement maternel, il y a des consoles de jeux qui sont censées développer des aptitudes chez l'enfant. C'est du e-learning au niveau maternel. Au niveau primaire, j'ai parlé tantôt des tableaux électroniques interactifs qui permettent d'accéder à une communauté, je dirais, mondialiste d'enseignement où nos apprenants pourraient bénéficier de modules de formation qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres pays, qui pourraient les renforcer. Aussi, cela favorise beaucoup la co-construction du savoir. C'est vrai, et c'est ce que prône le nouveau programme, le nouveau programme en tout cas en cours depuis pas mal déjà d'années chez nous. On amène l'apprenant lui-même à construire son propre savoir et je crois que cette forme de construction du savoir pourrait se faire avec le e-learning. Oui, ça fait partie aussi des principes de base sur lesquels repose le e-learning, la co-construction du savoir, parce que dans ce nouveau contexte, eh bien, l'enseignant joue beaucoup plus un rôle de guide et un rôle de coach, de motivateur, ce qui diffère totalement de l'enseignement traditionnel. On connaît, c'est lui qui détient le savoir et il nous donne ce qu'il peut, comme il le peut aussi. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, le savoir est ouvert. On pourrait avoir des apprenants plus informés que l'enseignant. Donc voilà, c'est vraiment la co-construction du savoir qui est le gage de la transmission du savoir aujourd'hui à travers le e-learning. Alors vous pourriez donc exhorter peut-être des parents d'élèves qui nous suivent à réellement initier leurs enfants à cette forme d'e-learning. Il faut dire que c'est très développé aujourd'hui en ce qui concerne l'anglais, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres associations qui font physique, chimie, biologie, encore qu'aujourd'hui on dit sciences de la vie et de la terre, excusez-moi. Donc voilà, est-ce que ce serait possible justement qu'il y ait un peu de tout avec le e-learning? Absolument. En fait déjà, c'est vrai que les langues ont tendance à prendre le dessus, mais il y a sur les sciences, mais il y a des groupes scientifiques en ligne où des formations se déroulent. Donc je pense que toutes les matières trouvent leur compte déjà, mais il y a aussi il y a un autre pan, c'est-à-dire celui du développement d'applications à vocation éducative. Développement d'applications à vocation éducative, ce sera presque la dernière partie de ce e-learning parce qu'on dit bien qu'il faut aller vers la démocratisation du savoir, mais est-ce qu'il faut y aller avec des outils, des instruments, des applications qui ont été conçues par d'autres peuples que nous? Parce que notre système éducatif doit avoir ses particularités, justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas réellement qu'on puisse d'une certaine façon susciter une saine émulation au sein des jeunes développeurs pour y arriver? Absolument, absolument, parce que je pense que la souveraineté passe aussi à travers le développement de solutions adaptées à notre contexte. Donc, il faille qu'on puisse développer des applications spécifiques à notre contexte éducatif afin de permettre aux apprenants de pouvoir accéder à une certaine norme de connaissances qui pourrait leur permettre de participer activement au développement, parce que je pense que les apprenants d'aujourd'hui sont les acteurs de demain. C'est clair, hein? Les apprenants d'aujourd'hui sont les acteurs de demain, sont déjà des citoyens, d'accord, de la nation béninoise. Et je crois que, mesdames et messieurs, nous en avons fini pour ce plateau d'Autant Savoir de ce mardi. Et nous finissons justement sur une note positive, une note ouverte à tous. Est-ce que réellement nous avons des plateformes éducatives made in Bénin? Est-ce que nos développeurs locaux s'intéressent au e-learning en termes d'applications et logiciels et autres? Si Dieu le veut bien, peut-être demain, vous pourriez avoir une expérience. Merci beaucoup, Agnès Belot. Demain, on reviendra donc sur cet aspect de la chose. Merci à vous. Et l'invité, il sera qui? Toujours à Défi d'Aignan? Une surprise pour vous. C'est une surprise. En tout cas, on attend de découvrir. Merci en tout cas d'être passé nous voir pour cet entretien avec Défi d'Aignan, expert en e-learning. Un autre plateau s'installe.
C'est un collègue de la maison, Monsieur King Niawo. Il est directeur photo. Voilà, vous avez compris. Il officie donc à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. King, bonsoir. Bonsoir, Karamat. C'est un plaisir de recevoir un collègue, en tout cas, comme expert invité. Plaisir partagé. Alors, comme je le disais aux amis téléspectateurs, nous avons consacré cette semaine sur BB24 à la femme. Nous débattons des questions liées à la femme en entendant donc de célébrer et de rester vraiment collé à la thématique même le jeudi prochain. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la femme, n'est-ce pas, dans la conception publicitaire et de tout ce qui va avec les déviances et le combat contre ces dérives. Comment cela se mène effectivement sur le terrain. Alors déjà, dites-nous, pour asseoir une publicité, quelles sont les étapes qu'on doit déjà avoir? La publicité est une commande provenant d'une personne qui veut faire connaître un produit et surtout, l'objectif, c'est de faire acheter ce produit-là. Donc la publicité est une communication pour convaincre et pour que le client, enfin le consommateur de la publicité passe à l'acte. L'objectif, c'est qu'on passe à l'acte, qu'on achète. Qu'on achète. Donc souvent, c'est un client qui commande, qui définit dans ce qu'on appelle un brief. Il fait un brief, il dit ce qu'il veut, il dit la manière dont il veut que le produit soit présenté. Et ensuite, on élabore une stratégie. La stratégie, c'est de savoir comment est-ce que le consommateur perçoit le produit, comment est-ce que le vendeur, celui qui a fabriqué son produit, ou bien, enfin, comment est-ce que lui il veut le présenter, et entre les deux, de façon bref, trouver le juste milieu pour que le produit soit acheté. Et ce juste milieu, selon vous, qui êtes d'une manière ou d'une autre dans le secteur, dans la corporation, c'est quoi? Je suis resté en agence publicitaire pendant 7 à 8 ans. La plupart du temps, ce qu'on apprend à l'école en matière de publicité n'est pas ce que forcément les gens demandent au bénéfice. La théorie est toujours différente de la pratique. Ça n'a rien à voir. Je peux vous dire que pour la plupart des produits, quand vous allez voir l'annonceur, il a déjà en tête un certain type de communication publicitaire. Il vous dit, tu connais telle pub, tu connais tel acteur, tu connais telle chose, et c'est sur ça que vous devez fonder tout ce que vous faites comme publicitaire. L'autre chose est que nous agissons souvent en tant que conseillers. On le dit souvent, faisons ceci plutôt que cela. Des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Le publicitaire, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme d'affaires et un conseiller. Il n'est pas là forcément pour dire je prends ou je ne prends pas. Très souvent on a envie de prendre parce qu'une agence publicitaire fonctionne sur un budget et il faut bien avoir des il faut rentabiliser. Donc, quel que soit ce que le client dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, vous faites avec. Vous faites avec. Vous avez beau envie de le conseiller pour qu'il fasse bien, au final c'est son produit. Donc, le juste milieu, c'est souvent trouver la meilleure manière de satisfaire d'abord le client. Ça, c'est nous, ça. Et ensuite, on peut dégager notre responsabilité des fois si le produit n'atteint pas sa cible, parce que l'objectif pour l'annonceur devrait être que le produit atteigne sa cible. D'accord. Et justement, on a remarqué, King, que pour atteindre vraiment la grande masse, pour que le produit puisse être vendu facilement, on a souvent référence enfin, à la femme. On sent que la femme est beaucoup plus sollicitée. Moi, je me pose une question. Est-ce que la publicité, elle a une identité féminine, selon vous? La publicité a toujours été féminine, en fait. Ah oui? Oui. Non, pas que c'est la publicité, pas ça. Non, pas la publicité si vous voulez que je reformule, la publicité a toujours exploité la femme. La femme. Et c'est plus ou moins de bonne guerre. Ce à quoi on a assisté, c'est que dans les dernières décennies, il y a eu des dérives. Mais si je dois revenir à l'origine, je vais vous dire que, étant donné que la publicité est fille elle-même de l'industrie de la consommation, c'est-à-dire que c'est parce que les industries ont commencé à produire des biens manufacturés que la publicité est vraiment née. La plupart de ces produits sont des produits de la vie courante et ordinaire. Et qui parle de vie courante et ordinaire, parle surtout de vie familiale, où on retrouve la femme. Si le produit donc est utilisé à la maison, vous allez voir la publicité avec le personnage type de la femme. Exactement, un peu comme on voit là. Là, vous avez une publicité, vous avez une femme qui n'est pas associée au produit. Mais elle est déconnectée du produit. Exactement. Elle attire juste le regard pour qu'on voit le produit. Vous voyez, ça c'est dans la modernité, ça. Mais en vérité, à l'origine... Et ça, par exemple, comment est-ce que vous... Ça, c'est l'une des publicités de l'origine, où l'homme dit, ne t'en fais pas,
tu as peut-être brûlé le repas, mais tu n'as pas brûlé la bière. Donc, c'est une publicité sexiste. Ça renvoie la femme à son rôle de ménagère. Ça la cantonne. Et cette image, elle ça, c'est l'une des dérives. C'est l'une des dérives. Ça, c'est pour une marque de parfum, je crois bien. Et pour une... marque de parfum ou de dessous pour hommes? Les deux, il y a deux publicités. À gauche, c'est dessous pour femmes, plutôt. Femmes, plutôt. Et de l'autre côté, il y a une publicité pour... un parfum. Justement, monsieur... Cette publicité exploite la dérive qu'on va appeler la violence féminine. Et ici, voilà, elle est dans son monde, hein, Moulinex libère la femme, plus besoin de moudre à la traditionnelle. Ça, c'est l'un des produits manufacturés à utiliser au foyer, la femme ménagère. C'est un personnage type de la publicité. Au début, ça, c'est les vieilles pubs. Hein. Ça se sent déjà de par la qualité des images. C'est un produit électroménager. La femme, en ce moment, était cantonnée dans ce rôle-là. Justement, quelle est l'importance alors de la femme dans l'industrie publicitaire? La femme est utilisée par la plupart des publicitaires pour attirer le regard. Alors, comme je viens de vous montrer, la plupart des publicités à l'origine faisaient appel au fait que c'est la femme qui utilise le produit à la maison. Ça, c'est à l'origine. On parlait de la ménagère tout court. Puis ensuite, au milieu des années 70, on a parlé de la ménagère de 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce que c'est elle qui reste à la maison, c'est elle qui regardait surtout la télé, parce que c'est la naissance de la publicité télévisuelle. Donc, toutes les publicités que nous faisons, on nous dit, notre cible principale, quand c'est un produit manufacturé, il faut que ça s'oriente vers la ménagère de 50 ans. Même quand elle est à la cuisine, elle entend la publicité. La publicité doit faire appel, que ce soit de la lessive, je ne sais pas moi, tout ce qu'on utilise dans une maison. Aujourd'hui, vous avez vu, même une voiture qui, au départ, était destinée aux hommes, malheureusement. Hein, on met la femme en affiche. Vous avez vu, elle n'est pas collée à la voiture. Mais est-ce que là, on ne chosifie pas la femme, selon vous? On chosifie la femme, mais c'est l'une des dérives de la publicité. Acceptez ou non, toute l'industrie fonctionne ainsi. C'est vrai que dans les pays occidentaux, la plupart il y a eu des associations de consommateurs qui se sont levées contre cette dérive, la violence, le sexisme à outrance. Je ne sais pas, mais il y a... L'exhibitionnisme et tout. Nous avons une certaine image, par exemple, où on montre une femme qui ne sait pas conduire et on dit que même les femmes qui ne savent pas conduire peuvent acheter une telle voiture. Vous voyez, c'est pour dire que les femmes, nous louons aux femmes et la femme a conduit la voiture et elle est tombée dans une piscine. C'est vraiment une publicité sexiste. Et à partir de ce moment, on peut parler de dérive. Mais ça, c'est pour... on la commente, s'il vous plaît, King. Permettez qu'on la commente. Là, là c'est pour montrer que la femme, elle n'est pas faite pour le volant, c'est ça? Non, c'est pour dire que nous prenons le risque de louer même aux voitures. Vous voyez, l'annonceur veut dire que nous louons nos voitures aux femmes. Que nous louons aussi aux femmes. Donc c'est un risque pour l'annonceur. Mais comment se fait-il que le véhicule se retrouve au fond de la piscine? C'est là le sexisme. Le sexisme de cette image, de cette publicité veut dire qu'il arrive que les femmes ne sachent pas conduire et qu'elles peuvent se retrouver dans une piscine. Mais malgré cela, l'annonceur dit... Alors que c'est bien le contraire. Vous savez bien qu'au volant, les femmes sont beaucoup plus prudentes que les hommes. Vous savez, les vérités généralement bien conçues et admises ne sont pas celles acceptées par les publicitaires. Hein. Les publicitaires exploitent tous les stéréotypes. Et c'est l'exploitation du stéréotype qui amène dans la dérive. La femme est une chose sexuelle entre griffes, elle ne l'est pas, mais c'est comme ça, c'est conçu comme ça. Donc on met la chose sexuelle qui attire le regard à côté du produit vers lequel on veut attirer le consommateur. Donc les deux doivent aller alors de pair, mais c'est juste qu'il faut recadrer les choses parce que ça va dans tous les sens, il y a les dérives, les femmes... Les dérives existent dans les sociétés occidentales déjà. Chez nous, ça n'existe pas encore. Mais les dérives sexistes existent au Bénin. Rien ne dit que les dérives là ne feront pas surface ici. Quand vous faites la pub pour un bouillon, un cube, et que vous mettez une dame au fourneau, une bonne dame au fourneau, c'est du sexisme. Parce qu'il y a des chefs cuisiniers qui peuvent aussi préparer. Mais non, peut-être que là, on se dit que traditionnellement, la femme, elle est faite pour rester au foyer, donc on la met C'est ce que j'explique. Ça veut dire que vous exploitez un stéréotype. Le stéréotype, c'est dit traditionnellement. Donc, en exploitant le stéréotype, vous aboutissez à une dérive. Merci beaucoup, King Niao. On revient pour la suite de cet entretien. Vous allez permettre qu'on suive ensemble le journal puisqu'il est 19h45. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les grandes lignes.
Elle fait partie des viandes les plus consommées, donc les plus vendues sur le territoire. La viande rouge et sa commercialisation dans les marchés, on s'y intéresse dans ce journal. Plus de vendeurs ambulants dans les feux tricolores de la ville. La décision prend effet à partir de ce 1er mars. Une équipe de la rédaction est descendue dans la ville pour le constat. Une nouvelle production cinématographique vient enrichir le paysage audiovisuel du Bénin. Elle aborde les questions liées à l'entrepreneuriat. On le découvre dans un instant. Aliment essentiel dans la préparation de plusieurs plats, la viande rouge est consommée de diverses manières. Sautée ou grillée, elle fait saliver. Dans les marchés, la commercialisation de la viande fraîche se fait par les bouchers. Leurs principaux clients, les revendeuses de mets et les tenanciers de restaurants. Igor Ayoso, Jennifer Sativi, Ronald Robison. Se nourrir, un besoin essentiel pour la vie. L'un des aliments les plus consommés est la viande. Au nombre des différents types de viande, les rouges, notamment celles du mouton, du bœuf et du porc, sont les plus demandées à Cotonou en matière de restauration. Choisi pour ça parce que ce pas il y a chez nous quoi. Kilo le pot 1500 millions il bon 7 kg à rôti kilo de mais millions ça nous tu vois ça Je préfère cette viande parce que mes enfants aiment trop ça, c'est pour cela que je suis venu prendre ça. Pour se procurer ces viandes, les consommateurs s'approvisionnent auprès des bouchers qu'on retrouve un peu partout au niveau des marchés. C'est le cas du marché Saint-Michel de Cotonou où l'activité bat son plein. Tu peux voir le bœuf debout et qui va te coûter 600 000. Et quand tu abats ça, des fois tu peux tomber, des fois tu vas encore gagner. Oui, des fois quand il y a perte, on va jusqu'à 50 000 de perte. Des fois quand on gagne un bénéfice, on va jusqu'à 30, 20. Les bénéfices sur le mouton là c'est mieux. Le porc aussi c'est mieux. Compte tenu de la forte demande en viande, il importe d'intensifier la production locale en vue de couvrir les besoins de consommation au niveau national. La vente à la sauvette, une activité désormais interdite à Cotonou par un arrêté préfectoral. La décision en vigueur depuis le 1er mars dernier est diversement appréciée autant par les usagers de la route que par les vendeurs eux-mêmes. Mathieu Sokeno, Roch Akoino et Ketura Boko ont fait le constat de l'effectivité de la décision au niveau de certains grands carrefours de la ville. En voici le point présenté par Ketura Boko. Actuellement, nous sommes au carrefour Vedoko, l'un des plus animés habituellement par les vendeurs à la sauvette. Là où on est en train de souffrir. Moi, je n'étais pas dans les feux tricolores. Je vendais à Tokpa. Il est venu nous a cassé pour dire qu'on va chercher un autre endroit. Mais on n'a pas eu l'endroit. Mais voilà que tu as déjà pris l'argent de l'État, avec ça tu te débrouilles. Tu ne peux pas croiser les bras à la maison pour avoir l'argent payé. C'est à cause de ça, moi spécialement, je suis venue ici. Mais quand j'étais ici, je trouvais l'argent et je payais les dettes que je devais. Mais à un moment donné, on vient d'Iédia, on fuit. On vient d'Iédia, moi par exemple, on a pris 3 fois mes bagages. Parmi nous, c'est avec ça qui nourrit leur maman. C'est avec ça qui nourrit les enfants. Il y a les femmes ici avec des enfants, ils n'ont pas de papa. C'est eux-mêmes qui paient la contribution, le loyer, tout ce que les enfants vont manger, c'est les femmes. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? S'il y a le boulot, on va laisser le feu tricolore tranquille. Si c'était les
forces de l'ordre qui étaient là maintenant. Si vous voyez comment les gens traversent le feu, vous allez traverser la voie, vous allez pleurer parce que tout le monde traverse, je m'en fous. La voiture peut m'écraser, c'est pas mon problème. Le bon souci, c'est que j'évite le policier. Mais si on peut supprimer ça, ça serait bon. Okay. Parce que vraiment, ça nous gêne. Ici, au carrefour de la Marina, à Sikekoji, la circulation est moins dense, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de vendeurs à la sauvette. Parmi eux, il y a les diplômés sans emploi. Il y a beaucoup. Et ils trouvent leur petit job là. On ne peut pas, c'est à petit coup que l'État va nous refuser ça. Nous sommes à présent au carrefour de l'Unafrica. Malgré la proximité du commissariat central de Cotonou, certains vendeurs continuent leurs activités sans inquiétude apparente. Nous nous situons au carrefour Saint-Michel, à quelques mètres du marché d'Antokpa, et tout comme à l'Unafrica, au carrefour Vedoko ou encore à la Marina, les vendeurs ne semblent pas vouloir arrêter leurs activités. Vous voyez comment on nous assaille là? C'est bien ça? Hein? C'est un harcèlement qui ne dit pas son nom. C'est une très bonne chose. Il faut que les gens partent. Vous voyez? J'ai mes portables là. Et j'ai bloqué là. C'est à cause de... Si c'était ouvert, ils allaient me contourner, prendre mes portables pendant que j'achète. Donc c'est bon. C'est bon. Je crois que le gouvernement a très bien fait de les chasser. De l'encombrement à l'insécurité, cette activité fait partie du quotidien des Béninois et entretiendrait l'économie locale. Pour l'heure, les avis sur l'interdiction de la vente à la sauvette au feu tricolore restent partagés. Un nouveau film produit par une jeune réalisatrice, Fidèle Kossou, fait désormais partie du répertoire cinématographique béninois. Cette production, La mort au coin de la rue, témoigne de l'engagement de la jeunesse béninoise à l'esprit entrepreneurial. Marcel Gbetoro, Anthony Alaka et Jennifer Sativi pour le compte-rendu. Nous vous prions de nous accorder 26 minutes de votre vie. L'auto-entrepreneuriat dans le monde cinématographique, c'est bien le rêve de Fidèle Kossou. La mort au coin de la rue est le titre de son chef-d'œuvre grâce à l'esprit auto-entrepreneurial de son auteur. Franchement, il y a des choses qu'on faisait, que je voyais faire, et lorsque j'ai suivi cette projection, ça m'a fait très mal. Et franchement, si tous ceux qui ont fait des domaines de l'entrepreneuriat, si on peut les subventionner, on peut les soutenir pour qu'ils fassent ces trucs-là, franchement, je vois que ça apporte beaucoup pour notre nation. C'est porteur de messages pour informer sur les impacts qu'a la vindicte populaire dans la société. Mélange de faits réels, de fiction et de témoignages, ce film qui dénonce la vindicte populaire est le résultat d'un engagement de Fidèle Kossou qui a compté sur ses propres forces. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile, mais j'ai cru en ce film, mon équipe a cru en ce film, ma famille a cru en ce film et nous avons pu travailler jusqu'au bout. Faire un film nécessite beaucoup de moyens. Et étant étudiante, étant jeune, sans soutien, il a fallu jongler, prendre ce que j'avais, tout ce que j'avais, mes économies, demander de l'aide à mes parents, tout ce que je recevais. J'utilisais tout en fait dans la réalisation de ce film et je suis contente qu'aujourd'hui, en 2018, on ait pu quand même avoir cet élément-là de 26 minutes. Cette projection de film est aussi une occasion pour les jeunes présents de mesurer les difficultés liées à l'entrepreneuriat. L'aspect éternel qu'on aborde tout le temps, c'est l'accompagnement, parce que les jeunes qui décident d'entreprendre, qui ont des idées d'entreprise, n'arrivent pas à trouver l'accompagnement nécessaire, que ce soit l'accompagnement moral ou financier. Ce n'est pas évident de pouvoir trouver des gens de bonne volonté pour vous accompagner. Si elle trouve encore de subventions, elle peut encore faire mieux que ça. La jeunesse est prête pour faire ça. L'entrepreneuriat, il y en a plein dans les centres de formation. Elles finissent, ils sont là à la maison. Parce que si on l'interroge maintenant pour savoir combien elle a dépensé maintenant, c'est énorme. C'est énorme. Vouloir, c'est pouvoir. Et les jeunes l'ont bien compris. Mais exceller dans l'auto-entrepreneuriat nécessite engagement et accompagnement. Il y a plein de jeunes dans notre pays qui ont de très belles idées. Et si les gouvernants peuvent penser à la chose pour que lorsqu'on aura détecté un jeune qui a véritablement une idée intéressante à faire valoir dans la société, il puisse y avoir un coup de pouce financier, un appui financier pour les aider. Parce que vous avez toutes les idées de ce monde qui bouillonnent dans votre tête. Si vous n'avez pas le minimum pour démarrer, pour avancer, vous ne pouvez rien faire.
Favoriser l'auto-entrepreneuriat des jeunes, c'est insérer la jeunesse dans la chaîne de production de richesse nationale et le chaînon que représente la cinématographie béninoise demande plus d'efforts humains, de ressources financières et matérielles pour bien y répondre. Ouvrons cette page internationale par la Guinée. Réinsérer les jeunes Guinéens dans l'agriculture pour lutter contre le chômage, les zones rurales et l'immigration, c'est le pari du partenariat des jeunes pour le développement durable dans la commune de Doubreka, en bordure de la capitale Conakry. Ce qui a commencé par une petite initiative personnelle prend aujourd'hui de l'ampleur pour se transformer en véritable coopérative agricole et de plus en plus de jeunes tentent l'aventure. Le centre produit du riz, des pastèques, des tomates et quelques volailles. On met à présent le cap sur les Caraïbes, plus précisément sur l'île de Saint-Martin. Le traumatisme est toujours présent 6 mois après l'ouragan Irma qui a dévasté les écoles. Classes en rotation, faute de place suffisante, inquiétude autour des examens. La scolarisation des élèves de Saint-Martin reste l'une des préoccupations majeures pour beaucoup d'habitants alors qu'approche la prochaine rentrée. Cartable, sac au dos, ces élèves discutent et chahutent, traînant un peu les pieds alors que la sonnerie retentit. Une scène banale de matin d'école, mais qui, dans l'île de Saint-Martin, marque les efforts entrepris depuis la rentrée scolaire du 6 septembre, lorsque l'ouragan Irma et ses vents à plus de 350 km/h ont détérioré 18 des 21 établissements scolaires de l'île. Un comité interministériel doit se tenir le 12 mars à Paris pour déterminer l'engagement financier de l'État dans les investissements en termes de reconstruction. La priorisation, ce sont les écoles. Sur la priorité de la reconstruction, je crois qu'il faut qu'on focalise sur tout ce qui est établissement scolaire, établissement de santé scolaire, parce que je ne veux pas effectuer une rentrée dans les conditions que nous avons eues post-Irma. Il fallait le faire, on l'a fait. Tous les élèves n'ont repris les cours que 2 mois après le passage de l'ouragan. Un système de rotation matin-après-midi des élèves a alors dû être mis en place dans certaines écoles car 3 établissements, un collège et 2 écoles, étaient inutilisables. Exemple, 2 maternelles et 2 classes élémentaires se partagent 2 écoles, les primaires le matin, les maternelles l'après-midi. Des parents d'élèves s'inquiètent pour les examens à venir, mais l'école rassure. Est-ce que les élèves qui passent le bac ou le brevet seront prêts? La réponse est oui. Ce n'est pas un oui comme ça dit à la va-vite ou pour rassurer tout le monde. C'est un oui parce que ça correspond à une réalité. Je vous l'ai dit, sur le lycée général et technologique ou les élèves du collège qui passent le brevet, depuis novembre, on n'avait pas d'inquiétude puisque des dispositifs pédagogiques ont été mis en place pour que justement rattraper le retard. Selon les chiffres officiels, les écoles publiques ont perdu 20% de leurs élèves. Des familles ont quitté les 2 îles après Irma et scolarisé leurs enfants, soit en Guadeloupe ou Martinique, soit dans l'Hexagone. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Nous, on vous souhaite agréable soirée, Nadège Sani, et on vous retrouve demain à la même heure pour le même exercice. Alors, nous, on revient à notre discussion avec King Yao, l'espère, ce mardi. King, on parlait donc des métiers de la publicité avec toujours en avant le féminin. Alors, on peut déjà conclure en partie que l'effet que recherchent les publicitaires en mettant à chaque fois les femmes en avant est atteint, oui ou non? Est atteint et dépassé. Voilà. Parce qu'une grande frange de la population féminine ne supporte pas de voir certaines dérives publicitaires, les femmes dénudées, les femmes chosifiées, les femmes transformées en garçons. Parce qu'il suffit que le publicitaire demande à ce que vous personnifiez une femme de façon à ce qu'elle ressemble à un garçon pour que vous le fassiez. La violence faite sur femmes, comme on a vu tout à l'heure dans une publicité. Oui. Tout cela, ce sont des faits, ce sont des concepts demandés par l'annonceur et réalisés par le publicitaire. Les 2 sont coupables s'il y a dérive. Voilà, s'il y a dérive, donc il y a 2 coupables sur la chaîne de production. Oui, le publicitaire, le publicitaire et l'annonceur. L'annonceur, c'est la personne qui a le produit. Voilà.
la personne pour qui travaille le publicitaire. Mais est-ce que ce n'est pas une autre forme de violence qu'on afflige donc à la gente féminine? Puisqu'aujourd'hui, on lutte pour les droits des femmes. Si, c'est une forme de violence. Mais dans cette forme de violence, c'est pourquoi il est vraiment difficile de lutter contre cette dérive. C'est que quand vous voyez une femme à l'affiche ou bien dans une publicité à la télé, c'est souvent le fait de sa volonté. Quand on fait des castings, on prend des mannequins ou bien des comédiennes qui acceptent de jouer ces rôles-là. C'est leur profession. Et une fois que vous êtes engagé, on vous fait signer des documents, vous n'avez pas le droit, vous n'avez même pas la prétention de chercher à modifier un scénario, le scénario publicitaire. Un peu comme on le voit là. Ça, c'est quoi? Là, plutôt, ce que vous voyez, c'est ce qui est arrivé ces dernières années, qu'on a commencé à lutter contre les dérives. L'une des dérives qui a conduit plusieurs enfants, plusieurs jeunes filles à ce qu'on appelle l'anorexie, le fait de ne pas manger pour être mince, c'est que la publicité a favorisé les formats. Il y a un format publicitaire pour les femmes, elle doit être mince. Oui. Mais ce que vous voyez à l'écran là, en fait, c'est l'une des publicités pour montrer la diversité qu'on peut avoir au niveau de la femme. Parce qu'on a toutes les couleurs, là, on a toutes les couleurs, on a toutes les tailles. Si vous faites attention, ces tailles-là, ces femmes-là ont plus de rondeur, elles ont plus de volupté au niveau des formes. À partir de ce moment, ce n'est pas le canon. Il y a un canon publicitaire normal au niveau de la femme. Ah oui, quel est ce canon-là rapidement? C'est une parenthèse, on peut avoir. Le canon publicitaire, en fait, on continue de voir en fait des images de femmes de grande taille. Donc, et on écrit le perfect body, le meilleur corps, la meilleure forme. Oui, la forme parfaite, voilà, si vous voulez. La forme parfaite. En fait, la forme parfaite, elle est variante, elle est diversifiée, il n'y a pas une mesure. Elle n'est pas figée. Hein? Elle n'est pas figée. C'est en fonction des goûts. Pour pouvoir décomplexer, la plupart des filles qui se sentent complexées de montrer leur forme. Justement, et parlant de complexe, il doit avoir une norme. C'est quoi cette norme-là? Je reviens à ma petite parenthèse. Il y a les mensurations, c'est poitrine, taille, je ne sais plus quoi, et cuisse. Donc, il y a des normes. Moi, quand je me suis intéressé à la publicité et dans mon métier de directeur photo, quand je dois photographier des mannequins, j'insiste sur des formes africaines. Donc, j'ai beau étudier ces mensurations-là, je ne les ai vraiment pas gardées. Mais c'est pourquoi il ne faut pas les garder, c'est qu'il ne faut pas encourager nos filles à ne pas manger, à faire de l'anorexie et à vouloir être mince comme les mannequins qu'on voit à la télé. C'est une véritable dérive à combattre. Justement, alors pour en arriver là, les mannequins qui défilent, il faut... alors vous voyez, voilà, ça c'est le canon occidental. Vous voyez, cette fille, elle est noire, mais elle est mince, elle est maigre, on dirait. C'est même maigre, c'est pas mince. Voilà, la plupart des couturiers, n'oubliez pas que la plupart des couturiers, des stylistes, des modélistes, ce sont des femmes. Mais il y a aussi des hommes là-dedans. Il y a aussi des hommes. Mais ces femmes encouragent le fait, comme vous voyez là, que ces filles soient minces comme ça. Vous voyez comment elles sont minces. En fait, pour un certain type de femmes à l'occidental, c'est la forme idéale. Mais ce n'est pas... Quand on vient en Afrique, nous on a notre modèle, on a notre... Vous-même, vous n'êtes pas comme ça. Voilà. Alors maintenant, on attaque le combat contre ces dérives. C'est vrai. Alors, le combat contre ces dérives, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est que déjà, les professionnels qui sont dans le métier, quand moi je veux faire un shooting, je ne recherche pas une forme particulière. Parfait. Ça, c'est déjà... Moi, j'applaudis. Il faut décomplexer les personnes sur lesquelles nous mettons nos objectifs. Parce que ce qui leur arrive, c'est que ce n'est déjà pas facile de se faire photographier. Ensuite, il faut trouver la beauté en la femme, tout simplement, et ne pas chercher un type de femme et la porter au pinacle comme le fait que c'est là le standard, le canon de la beauté. Il n'y a pas de canon pour la beauté. Mais il sera difficile de faire comprendre cela aux annonceurs. Peut-être à la longue, ça se fera. Mais ce qui est le plus dramatique, c'est qu'on n'a pas d'association de consommateurs. Les annonceurs, ils sont... en fait, ils visent la grande masse, et la grande masse aujourd'hui, c'est donner quand même une certaine norme. La chance que nous avons, c'est que la grande masse en Afrique aime plutôt les femmes avec des rondeurs. Donc la chance que nous avons, c'est de ne pas verser dans ces dérives-là, en Afrique tout au moins. Et il faut que les associations de consommateurs se lèvent aussi sur certains plans pour prévenir d'autres dérives de nudité ou autres là. Voilà. Et en entendant donc ces actions des défenseurs des consommateurs, qu'est-ce que vous-même, acteurs, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un creuset où vous échangez sur ces questions sensibles qui touchent la femme? Il faut dire qu'il est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se nourrissent de la publicité, surtout à l'affichage.
Alors, moi, c'est quand j'étais en agence que j'en ai fait assez. Actuellement, je suis plus au cinéma en tant que directeur photo. Mais de mon expérience, je peux vous dire que la publicité à l'affichage, par exemple, prendre une fille ou bien même un homme, et là, il nous arrive de photographier les hommes. C'est pas souvent. C'est pas vraiment en vogue ici, non, pas mais vraiment. on le fait. Quand on le fait, c'est tout souvent subordonné à la pub télé ou radio, c'est-à-dire que c'est dans un plan de communication qu'on retrouve la publicité à l'affichage et on prend des femmes. C'est pour dire que le problème ne se pose pas encore trop ici. Mais il faut déjà mettre des garde-fous. Voilà, il faut mettre des garde-fous pour ne pas en arriver là. Voilà, et qu'est-ce qu'il faut déjà faire Non, ces garde-fous, c'est déjà nous avons un code de la communication qui légifère sur les droits, et les droits du mannequin lorsqu'il est affiché en ville. C'est déjà quelque chose. Il faut que la législation ordinaire et commerciale aussi ficelle les contrats publics, les contrats entre le modèle et le publicitaire, pour que ces droits puissent être réaffirmés. Par exemple, si le modèle signe avant que le scénario ne parte dans une dérive, il faut que le modèle puisse refuser de tourner tout en prenant son cachet. Ces choses-là n'existent pas aujourd'hui. Il faut que la législation revoie un peu le droit commercial lié aux artistes et aux personnes qui utilisent leur physique pour vivre. Voilà. Mais à l'affichage, il y a déjà une législation. Alors, le code de la communication déjà donne des directives quant à comment rémunérer une personne dont l'image est utilisée pour un affichage publicitaire. Je voudrais bien que dans un de nos plateaux, que vous reveniez nous parler donc de cette législation-là. Merci beaucoup, King Yao, d'être passé. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire un petit mot aux femmes qui nous suivent en ce moment, en prélude à la célébration du 8 mars? Qu'est-ce que je vais leur dire? De se battre tous les jours, de ne pas attendre le 8 mars pour se célébrer. Les femmes doivent être célébrées tout le temps. N'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup, King Yao. C'était donc, elle l'espère, aujourd'hui, mardi 6 mars 2018. Et c'est fini pour le grand rendez-vous de ce jour. Nous allons faire un tour rapide à la régie et c'est pour revoir la météo, le temps qu'il fera demain. On a eu pour invité ce soir M. Jean-Robert Clotoé. Il est physiologiste pharmacologue. Avec lui, on a parlé des recherches sur les plantes médicinales. À quelle fin donc c'était donc dans Nature et Bien-être avec Heureuse Danondé. Nous avons reçu également M. Adefidegnon, avec qui nous avons parlé du e-learning, et puis King Yao, directeur photo, qui s'y connaît beaucoup en matière de publicité. Alors voilà, chers amis, ici s'arrête donc le grand rendez-vous de ce jour. On vous souhaite tout simplement de passer une très belle soirée chez vous, où que vous soyez, et restez toujours BB24. À demain.